Bonjour, aujourd'hui on va parler des pointeurs en langage C pour les microcontrôleurs. Le plan de la présentation, on va commencer par faire un petit retour sur les concepts par rapport aux variables, donc l'affectation directe, puis aussi certaines limites qu'on a quand on fait certaines fonctions avec des paramètres. Ensuite, on va discuter des pointeurs. Donc, on va voir les opérateurs puis la déclaration des pointeurs. On va voir une amélioration qu'on peut faire aux fonctions grâce aux pointeurs. On va aussi voir l'utilisation indirecte des registres dans les microcontrôleurs. En fait, on va se faire notre propre pointeur pour aller modifier, par exemple, port B. On va ensuite discuter des tableaux puis de leur relation avec les pointeurs, puis finalement des chaînes de caractères et des pointeurs. Bon, les chaînes de caractères, on sait, c'est ni plus ni moins que des tableaux de caractères. Donc, on va voir un peu le lien entre les deux. Donc, ça, on regarde les variables en général. Donc, quand on déclare une variable, par exemple ici, on a déclaré un entier 8 bits non signé, qu'on a appelé nombre, et dans lequel on a mis la valeur 65. Si on regarde au niveau du contenu de mémoire, ben on a une case mémoire pour des octets. Donc ici, on est dans la mémoire de notre microcontrôleur. Donc on a une case mémoire qui est à l'adresse 0AFB, dans laquelle on est allé mettre 65. Puis nous, à côté, on s'est mis une étiquette pour repérer ce contenu-là quand on fait de la programmation. Si on fait l'affectation avec une nouvelle valeur, donc par exemple avec la ligne nombre égale 66, au niveau de la mémoire, ben, on est allé rentrer 66 dans cette case mémoire-là, qui est à l'adresse 0AFB. Jusque-là, je pense qu'on est dans du terrain connu. Ici, on va discuter de l'effet limité des fonctions. Donc, on a un petit code qui veut, d'abord, ici, on a une fonction qui veut inverser des valeurs qu'on reçoit en paramètres. Donc, on reçoit la valeur V1 et V2, qui sont toutes les deux des entiers 8 bits non signés. Ce qu'on veut, c'est inverser les valeurs qui sont contenues dans chacune des variables. On commence par mettre en mémoire temporaire le contenu de V2. Là, ici, il y a un affichage qui nous montre la valeur actuelle de V1 et V2. On inverse, donc on commence l'inversion. V1, on l'envoie dans V2. Temp, on l'envoie dans V1. Donc temp, on se souvient, il contenait la valeur de V2. Puis ensuite, on fait un imprimé de nos nouvelles valeurs. Donc ici, on s'attend que les valeurs soient inversées. Dans la fonction principale, on se déclare deux variables, A et B. C'est des entiers 8 bits non signés, tous les deux, dans lesquels on a mis 65 et 66. On imprime leurs valeurs avant l'appel de la fonction. On appelle la fonction avec A et B. On réimprime les valeurs après l'appel de fonction. Donc ici, ben, naturellement, on s'attend à ce que ça soit A est égal à 65, B est égal à 66. On fait l'appel de fonction, on devrait avoir 65, 66, 66, 65. Mais c'est ici qu'on va voir que c'est peut-être pas ce qu'on s'attend. Donc je pense qu'une partie d'entre vous devez vous attendre à voir 66 maintenant dans A et 65 dans B. Bon, on va voir que c'est pas ça qui arrive. Donc, à la sortie de la fonction, on va se rendre compte que A et B n'ont pas changé. Pour en avoir le cœur net, on va utiliser ce code-là puis l'exécuter à l'intérieur de Qt. Si je démarre, on peut voir ici, avant l'appel de la fonction, A est égal à 65, B est égal à 66. Quand on rentre dans la fonction, V1 est égal à 65, V2 est égal à 66, après la permutation, on se ramasse avec V1 est égal à 66, V2 est égal à 65. Donc ici, localement, l'inversion s'est faite. Mais quand on ressort et qu'on se ramasse dans le même, on voit que A et B, ils n'ont jamais changé, eux. Bon, la raison, c'est que quand on a fait l'appel de fonction ici, ce qu'on a envoyé, ce n'est pas A et B, mais des copies des valeurs de A et B. Donc, les variables ici, V1 et V2, ce n'est pas A et B, c'est les valeurs de A et B. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un passage par copie. Donc, on n'a pas vraiment un lien vers la mémoire A et la mémoire B ici. Si on veut faire ça, ça va nous prendre des pointeurs. On va donc aller voir c'est quoi des pointeurs. Un pointeur, c'est un autre type de variable. Donc, c'est une variable qui contient une adresse mémoire vers une autre variable. Ici, on revient avec notre variable précédente. Donc, on a notre nombre dans lequel on a mis 65, qui est un type entier 8 bits non signé. Notre case mémoire à 0xAFB, qui a pris la valeur 65, puis bon, on a notre étiquette nombre.
Maintenant, on se déclare un pointeur. Donc, je l'ai appelé pointeur, on pourrait l'appeler n'importe quoi. J'espère que vous comprenez qu'ici, le nom, il n'y a pas vraiment d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est le type qu'on a mis ici. Donc, on lui dit, je veux un pointeur. Donc, ici, l'opérateur étoile avant le type, c'est pour dire, ben ça, moi, je veux que tu me crées un type de pointeur vers des entiers 8 bits non signés. Dans tous les cas, quand même que j'aurais dit que c'est un char, que c'est un int, que c'est un 32 bits, ça change absolument rien. Au niveau de la mémoire, ce qui m'a réservé, c'est 2 cases mémoire. Parce qu'on le voit bien, les adresses font 16 bits dans mon microcontrôleur. Ici, ce qui fait que les pointeurs, peu importe vers quoi ils vont pointer, vont devoir utiliser 2 cases mémoire, donc 2 octets, parce qu'ils doivent mémoriser 16 bits. La valeur qui est mise à l'intérieur de pointeur, dans ce cas-ci, on a dit et nombre. Donc on n'a pas dit nombre, on a dit et nombre. D'ailleurs, si on avait dit égal nombre, il nous aurait dit tu peux pas, ça c'est un entier, puis ça c'est un pointeur d'entier. Donc c'est pas la même chose. Mais là, on a mis et en avant. Puis le petit et juste devant une variable, ce que ça va faire, c'est que ça va nous donner l'adresse de la variable. Donc ici, et nombre, en fait, c'est comme si j'avais écrit 0x a f b. Donc la même chose que si j'avais écrit l'adresse d'y. Donc lui, il m'a remplacé ça ici par la valeur numérique 0x AFB. C'est ce qui m'a permis d'envoyer l'adresse de la variable nombre à l'intérieur de pointeur. Bon, jusque-là, ça a l'air un peu inutile ce qu'on essaie de faire là. Hein? Donc on a créé une variable qui n'est pas une variable, puis qui contient une mémoire vers une autre case mémoire qui existe déjà. Puis on n'a pas vraiment d'utilité visible d'au premier coup. Puis là, on va voir à quoi ça sert bientôt. On pourrait modifier le contenu d'un nombre à l'aide du pointeur. Donc, pour modifier le contenu qu'on a à l'intérieur de nombre à l'aide du pointeur, on ne peut pas écrire pointeur égale 66. Parce qu'encore une fois, si on avait juste écrit pointeur égale 66, c'est le contenu ici qu'on aurait voulu modifier. Nous, ce qu'on veut faire, c'est pas ça. Ce qu'on veut, c'est lui dire, toi, tu pointes vers une adresse mémoire, qui est ici, j'aimerais modifier son contenu. Puis l'opérateur, c'est étoile devant notre pointeur. Donc, quand on dit étoile pointeur, avec un pointeur naturellement à côté, automatiquement, ça fait une indirection en mémoire. Ça nous permet d'aller modifier. Donc ça, c'est comme si j'écrivais nombre en ce moment. Puis là, je peux écrire égal 66. L'effet que ça va avoir, c'est qu'il va regarder l'adresse vers laquelle il pointe. Il va trouver quelle adresse que c'est, donc où est cette case mémoire-là, puis il va aller placer la valeur que j'ai affectée à cette adresse-là. Donc je vous rappelle, si j'avais mis ici uint size, uint 32, peu importe ce que j'aurais mis en fait, ici ça va tout le temps prendre 2 cases mémoire si mon adressage prend 16 bits. Donc si mon adressage prend 32 bits, ça va me prendre 4 octets en mémoire pour mettre une adresse. Donc mes pointeurs vont avoir un poids chacun de 4 octets, peu importe vers quoi ils pointent. Comme là ici, on le voit, je pointe vers un 8 bits, mais je dois réserver 16 bits en mémoire. Donc, des fois on est gagnant, des fois on est perdant. Là, on est un petit peu perdant dans ce cas-ci. Bon, jusque-là, ça a l'air plus ou moins inutile. Hein, donc, à part de faire des affaires bien compliquées pour juste aller mettre 66 dans la mémoire. On va venir à l'utilité bientôt. Si on regarde juste la structure, donc pour la déclaration du pointeur, le premier élément à fournir, c'est le type visé. Donc là, tantôt, on visait uint8. Étoile, hein, pour dire que ce qu'on veut, c'est pas un uint8, mais bien un pointeur vers un uint8. Le nom qu'on va donner à la variable. Puis normalement, bon, on ne laisse pas ça ici égal à rien. Donc habituellement, on met ça au moins égal à 0. Parce qu'on ne veut pas que des pointeurs s'en aillent n'importe où en mémoire. C'est très dangereux. Donc ici, on a un exemple. Int étoile pointeur est égal à 0. Donc au départ, le pointeur va pointer vers l'adresse 0. Donc c'est vraiment une règle. Les pointeurs doivent toujours être initialisés à 0 ou vers une adresse valide. Donc si on n'est pas pour lui donner directement une adresse de départ, on va lui donner 0. Pourquoi on fait ça? Parce que si la mémoire de notre microprocesseur n'est pas à 0 au départ,
il y a souvent des programmes qui vont tester les pointeurs pour justement s'assurer qu'ils sont valides. Ben, imaginez qu'on n'a pas forcé un 0 puis qu'on a un contenu de mémoire dans les cases qu'on a pris pour mettre le pointeur. Mais nous, quand on va le tester, on pourrait dire ah, ben il est valide, il vaut quelque chose de différent de 0. Donc c'est pour ça qu'on va tout le temps les partir à 0, à moins qu'on les parte vers quelque chose qu'on veut vraiment pointer. L'opérateur adresse de... Donc, ça c'est le petit « et » qu'on avait, qui va nous retourner l'adresse mémoire de la variable. Donc, peu importe la variable, si on met un petit « et » devant, on pourrait aussi avoir l'adresse de notre pointeur. Hein? Donc, on aurait pu faire un pointeur de pointeur. C'est possible, mais dans notre cas, en ce moment, on n'en a pas besoin. Donc, on va rester à premier niveau, un pointeur. L'opérateur d'indirection, le étoile devant le pointeur, qui va nous permettre d'accéder indirectement au contenu de la variable à partir de l'adresse de celle-ci. Bon, il faut savoir que je ne suis pas obligé, on va voir tantôt, là, de donner un pointeur. Je pourrais directement utiliser cet opérateur-là devant une adresse. Maintenant, si on fait un retour sur notre fonction, ben là, on serait capable de faire une fonction qui reçoit vraiment en paramètre 2 pointeurs dans ce cas-ci. Et là, l'inversion qu'on fait aurait vraiment un impact. Donc, juste pour alléger ici, on a enlevé les printf à l'intérieur de la fonction. La fonction, comme on disait maintenant, reçoit des pointeurs et non les valeurs directement. Ce qui fait en sorte que ici, je me crée une variable temporaire dans laquelle je prends le contenu actuel qui est dans V2, j'en fais une copie dans TMP. Dans la mémoire pointée par V2, je vais envoyer le contenu pointé par V1. Et ensuite, je prends le contenu pointé par V1 et je le mets égal à temp qui lui contient le contenu que pointait V2. Au niveau du programme principal, ici j'ai mon A dans lequel j'ai 65, mon B dans lequel j'ai 66, l'impression des valeurs avant et après, puis la fonction, la différence, c'est qu'au lieu de passer A et B, maintenant je passe l'adresse de A et l'adresse de B. On a maintenant le code modifié ici dans Qt, puis on va l'essayer pour voir. Puis là, on peut voir avant la fonction A est égal à 65, B est égal à 66, après, A est égal à 66, puis B à 65. Donc maintenant, ça fonctionne. On est vraiment capable d'inverser des contenus de mémoire. Donc ici, juste pour revenir, on va se le dessiner pour essayer de mieux visualiser ce qui se passe dans notre fonction. J'ai ici A et B qui ont pris une case de mémoire. Donc on a la mémoire dans laquelle on a la variable A qui prend 65. On a la variable B, 66. Puis maintenant, on fait un appel de fonction dans lequel on passe les adresses A et B. Ici, on arrive dans la fonction, il se fait une variable TMP dans laquelle on va aller mettre ce qui est le contenu pointé par V2. Donc, V1 puis V2, si on regarde, eux, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Donc, il a créé deux pointeurs ici, hein? Donc V1 et V2. Puis là, ici, on va donner des adresses juste pour le fun. Donc, on va l'appeler, je ne sais pas moi, 0x0010. Celle-là ici, on va dire que c'est 0x0011. Donc, on va les faire monter de ce sens-là. 0x0012. Puis ici, naturellement, on sait que ça va prendre deux cases pour chacune de ceux-là. Parce qu'on les a mis en 16 bits nos adresses. Donc, dans V1, il va mettre la valeur qui était par A. Donc, A, son adresse était 0x11, 0x00. B, qui est envoyé dans V2, c'est 0x10, 0x00. Puis là, on dit dans temp, il faut que tu m'envoies ce qui est pointé, le contenu qui est pointé par V2. Donc, V2 pointe sur l'adresse 10, ici, puis son contenu c'est 66. Donc, il s'est fait mettre 66 dedans.
Ensuite de ça, on arrive ici et on dit, OK, ben le contenu de V2, remplace-le par le contenu de V1. OK, ben le contenu pointé par V2, qui est ici, donc c'est ici, ça, on va le remplacer par le contenu qui est pointé par V1. Puis V1, ben lui, il pointe ici, donc sur notre 65. Donc ça a pour effet de remplacer le 66 par 65. On arrive ensuite en dessous, puis il dit, OK, ben le contenu pointé par V1, remplace-le par ce qu'il y a dans TMP. Il dit, contenu pointé par V1, remplace-le par ce qui est contenu dans TMP, non 66. Puis on voit l'impact sur les cases mémoire de A et B, c'est vraiment d'inverser les valeurs. Ce qui fait que quand on retrouve ici, après notre print, après l'appel de la fonction, quand on fait le printf, ben nos valeurs ont bien été permutées. On a maintenant une activité qui va vous permettre d'évaluer si vous comprenez un peu l'idée des opérateurs, premièrement, puis des pointeurs qu'on vient de voir. Donc, vous avez un petit code de lancement avec des entiers 16 bits cette fois-ci, non signés pour A et B qui ont les valeurs respectives de 1 et 2. Puis on a aussi des pointeurs, le pointeur 1 et le pointeur 2 qui vont vers A dans le cas de pointeur 1, puis pointeur 2 va à la même place que pointeur 1. Okay. Puis ici, ce qu'on nous demande, c'est au lancement, c'est quoi les valeurs en mémoire pour chacun de ces éléments-là. Ensuite, dépendamment des lignes, on veut savoir à la sortie de ces lignes-là, qu'est-ce que va valoir chacune des variables. Donc ici, on doit faire cet exercice-là, une ligne à la fois. Naturellement, les lignes influencent les autres. Donc, je vous laisse un peu de temps, mettez à pause, essayez cet exercice-là. Trichez pas, là, essayez-le pour vrai. Donc, faites le maximum que vous pouvez. Ensuite, vous allez voir ce que vous aviez bien compris ou moins bien compris. Puis, on va continuer de toute façon à en reparler, puis on va faire d'autres exercices par après. Il faut arrêter l'exercice, puis aller le faire vous-même. Je ne vais pas donner les réponses sans ça. Je vous check, là. OK, avant de partir, ce qu'on pourrait faire, c'est se faire un petit peu le tableau de la mémoire de ce qu'on aurait en réalité. Donc ici, ce que je vais faire, on va se tracer une mémoire. Qui commence, on va commencer par en haut. Donc disons qu'on a l'adresse 0x4, 0x5, 0x6, 0x7, 0x8, 0x9. Donc ici, l'exercice est intéressant parce que c'est l'inverse qu'on avait tantôt. Donc là, nos variables, c'est des 16 bits, puis notre mémoire est en 8 bits. On a notre première variable qui commence à l'adresse 4, dans laquelle on a la valeur 1. Donc on a 1, 0 ici pour la valeur des bits les plus hauts. B dans laquelle on a 2. Ensuite, on a le pointeur A1 qui pointe vers l'adresse de A. Donc l'adresse de A, c'est 4. Donc si on regarde pointeur 1, je vais juste mettre pointeur 1 qui a 0x4 dedans. Puis pointeur 2 qui prend la valeur de pointeur 1. Donc PTR2 qui prend la valeur de pointeur 1. Donc, la même chose. Ça, c'est l'état de notre mémoire au début. Ça va nous permettre de comprendre ce qui se passe dans les prochaines étapes. Donc ici, on nous demande au lancement. Donc on vient juste de le faire à côté ici. J'ai 1, j'ai 2, j'ai 0x4, puis 0x4. Ensuite, l'opérateur ici. Donc là, c'est important naturellement de regarder la priorité des opérateurs. J'ai les parenthèses. Donc, on va évaluer le contenu à l'intérieur avant. Donc, étoile pointeur. Ici, on veut l'incrémenter. Donc, étoile pointeur, c'est le contenu pointé à l'adresse 4. Donc ici, c'est 1. Puis c'est le contenu de A. Donc c'est ce contenu-là qui va être incrémenté. Donc lui va devenir 2. B va rester le même.
pointeur 1, lui, n'a pas changé. 0x4, donc c'est vraiment le contenu qui était pointé, qui a été modifié. Et 0x4 encore, donc ça non plus, ça n'a pas changé. Là où est-ce que ça change, c'est ici. Donc là, on dit pointeur 1 plus plus. Donc ce qu'on veut incrémenter, c'est pointeur 1. Puis, ici, ce qui est particulier, c'est que lui, le pointeur, il sait que son type pointé, c'est uint 16. Donc, il sait que ça prend 2 octets pour représenter un uint 16. Ce qui veut dire que quand je vais faire plus plus, je ne vais pas faire plus 1, je vais faire plus 2 en réalité, parce qu'il sait que pour sauter un 16 bits, il doit sauter 2 octets. Donc, il sait qu'il doit sauter ici pour le prochain. Ce qui veut dire que pointeur 1 va devenir 0x6 et non 0x5. Faites attention, là, ça ici, c'est une petite erreur que vous pourriez faire. Pointeur 2, il n'a pas été changé. B, il n'a pas changé. A n'a pas changé ici non plus. Bon, ensuite, on nous fait simplement des affectations par indirection. Donc ici, on dit étoile pointeur 1, c'est égal à 10. Bon, pointeur 1, en ce moment, il est à l'adresse, il pointe vers l'adresse 6. L'adresse 6, c'est B. Donc le contenu de B devient 10. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ici, on nous dit le contenu pointé par le pointeur 2, qui est à l'adresse 4 en ce moment, pointeur 2, ça devient 20. Donc ça ici, ça vise le A. Donc le A devient 20. Lui, il reste 10. Lui, il est 6. Lui, il est 4. Donc, inquiétez-vous pas, on va en faire d'autres exercices comme ça. Une application qu'on a déjà utilisée sans le savoir, c'était l'indirection pour les adresses en mémoire, par exemple dans notre microcontrôleur. Si on prend par exemple le registre passé, qui est situé à l'adresse 0x28 dans le ATmega 32i4. Donc, nous, en ce moment, quand on fait des modifications sur le passé, pour par exemple pivoter le LED qui est sur le dessus de la plaquette au bit 7, ben, on utilise une variable passé en majuscule. Mais en réalité, naturellement, passé, ce qu'il fait, c'est qu'il fait une indirection en mémoire vers l'adresse 0x28. Parce que c'est là qu'est le registre qui correspond au port B. Ce qui fait qu'on pourrait se déclarer une variable du type uint8 étoile, donc un pointeur vers un octet. Donc on sait que nos registres à l'intérieur du microcontrôleur, c'est des 8 bits. Donc c'est un uint8 étoile pour avoir un pointeur. Puis je lui dis, ben, ok, mais toi tu vas pointer vers l'adresse 0x28. Donc pour qu'ils comprennent qu'on n'est pas en train d'essayer de mettre à l'intérieur une valeur décimale, mais qu'on est conscient que c'est une adresse, bon, lui écrit de cette façon-là, puis là, il comprend, ok, oui, c'est correct. Sinon, si vous ne mettez pas le cast ici pour dire 0x28, là, c'est une adresse que je veux parler, mais il va vous donner une erreur. De cette manière-là, ben, on est rendu que myPortC pointeur nous permet de modifier le contenu du passé directement. Naturellement, il faut utiliser l'étoile devant, ce que nous, on ne faisait pas. Dans la librairie, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un define, par exemple, ici, pour que ça fonctionne, parce que naturellement, si on refait un define d'un define, ça ne va pas fonctionner. Mais si on se fait un nouveau define mon passé, ben, la façon de se débarrasser de l'étoile, c'est de lui dire, ben, je veux un pointeur vers uint8, donc un pointeur vers uint8 volatile. Donc volatile, c'est un mot-clé. Dans ce cas-ci, il est obligatoire pour être capable de faire ce genre de modification-là. On a vu là, dans une autre vidéo que sans volatile, dans certains cas, l'optimisation va nous jouer des tours. Donc ici, c'est pour nous protéger à l'optimisation. Ici, volatile uint8 étoile. Puis là, on lui dit, OK, mais toi, tu pointes vers l'adresse 28, puis mon define va remplacer le étoile vers ça, donc l'indirection. Donc, il rajoute ici, dans le define, l'indirection directement. Ce qui veut dire que si j'écris mon passé, ben, c'est comme si j'avais écrit étoile mon passé pointeur ici. Donc, parce que lui, il pointait vers cette adresse-là.
Donc c'est bien joli, puis ça nous permet de faire des opérations beaucoup plus simples, beaucoup plus propres, comme par exemple parser ou égale 1 décalé de 7, parser et égale complément 1 de 1 décalé de 7, donc pour éteindre ou allumer le LED. C'est le genre de petit code que vous pourrez essayer pour vous amuser avec votre plaquette. On ne voit pas la démonstration juste pour une ligne de code. Un autre élément intéressant par rapport au pointeur, c'est aussi qu'on ne se rend pas compte, mais un tableau, c'est en fait un pointeur constant. Donc, on peut modifier son contenu, mais on ne peut pas changer l'emplacement en mémoire du tableau. Ici, une petite démonstration. Je crée un tableau d'entiers non signés 8 bits de 4. Donc, je réserve 4 éléments en mémoire et je les affecte tous à 0. Donc, ça ici, ça nous permet de mettre des zéros dans tous ces éléments-là. Donc, ça correspond en mémoire à 4 cases mémoire que nous, on peut accéder par l'index. Donc, 0, 1, 2, 3, 4. Mais en fait, ce que ça fait, c'est que ça nous envoie une espèce de pointeur table qui va réserver en mémoire 4 cases contiguës pour le type uint8. C'est l'équivalent de ce qu'il fait lui en réalité. Puis d'ailleurs, on utilise une seule étiquette, donc l'étiquette tab, avec les crochets pour dire combien de sauts en mémoire il doit faire. Donc avec l'index ici, ça lui permet de dire je disais le premier élément, le deuxième, le troisième, le quatrième. Donc dans ce cas-ci, les adresses augmentent seulement que de 1 parce qu'on n'a seulement que des entiers non signés 8 bits, donc on a besoin seulement d'un octet, qu'en mémoire, ça correspond à ça ici. Si on utilise juste le mot tab sans les crochets, ça nous donne l'adresse. Donc, tab a le même comportement qu'un pointeur. Même chose, si on veut voir l'adresse de tab, on pourrait faire et tab 0, ça va nous donner l'adresse 0x100. Donc si je donne et tab 1, ça va me donner 101, et tab 2, ça va me donner, donc vous comprenez l'idée, donc il va tout le temps me donner l'adresse de cet élément puis de l'index que je spécifie. Mais si j'écris tab, c'est comme si j'écrivais 0x100. Une chose qu'on ne peut pas faire, donc on a vu les pointeurs, on peut leur donner des valeurs, donc faire des affectations. On ne peut pas faire d'affectation vers un autre tableau parce que c'est un pointeur constant. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas modifier vers où il pointe. Il commence à une adresse puis il va rester à cette adresse-là tout le long du programme. Donc ça ici, ça nous donnerait une erreur de compilation. De la même façon, on pourrait arriver ici et dire, OK, j'ai uint_size tab. Donc ici, j'ai 4 cases mémoire de type uint_size. Donc en mémoire, ça veut dire que je vais devoir réserver 2 cases pour chacun de mes éléments. Donc on voit ici les adresses. Il y a 2 adresses correspondantes à chacun de mes éléments. Donc la partie basse et la partie haute de chacun des éléments. Si j'écrivais par exemple tab 1 est égal à 10, ça s'en vient ici me mettre 10. Si j'écris tab 2 est égal à 256, en réalité, si je vais lire chacun des octets, je verrai que le premier octet à 104, il vaut 0, puis à 105, il vaut 1. Ça commence avec le bit 8. Jusque-là, ça revient un peu à ce qu'on avait vu avec les variables séparées. La seule différence, c'est que tab, ce qui nous assure, c'est que la mémoire va être contiguë pour le tableau. Donc, il va réserver un bloc de mémoire tout tassé ensemble, ce qui lui permet d'ailleurs de faire ses sauts en mémoire comme ça. Donc, il sait que l'index 0 va pointer à la même place que tab, mais si je donne l'index 1, il sait qu'il doit faire un saut de 2 parce que la grosseur en octets de uint_size, c'est 2, donc 2 octets. Il sait que pour chacun des index, ici, il doit sauter tout le temps de 2 en mémoire. Ce serait possible d'affecter l'adresse d'un tableau vers un pointeur. Donc, ici, uint8, tab 4. Donc, je suis revenu à mon tableau de tantôt. Puis, d'un autre côté, je me suis fait un uint8 pointeur. Donc, un pointeur vers un uint8 pour lequel je dis, OK, toi, tu vas pointer vers tab. Bon, tab, en ce moment, son adresse, c'est 0x100. Fait qu'au fond, pointeur, ma nouvelle variable, va avoir 0,1 ici pour 100 en hexadécimal.
parce que lui, on se rappelle, même s'il pointe vers un 8 bits, il prend 16 bits en mémoire parce qu'on pointe dans ce cas-ci vers des adresses 16 bits. Ce qui est intéressant par rapport au pointeur, c'est qu'on peut aussi utiliser les crochets. Parce qu'on a vu, les tableaux, c'est comme des pointeurs, mais c'est en fait un pointeur constant. Mais ça veut aussi dire que les crochets fonctionnent avec les pointeurs ordinaires aussi. Donc l'indice entre les crochets, ça donne le nombre de sauts qu'on doit effectuer. Puis pour savoir la longueur du saut, ben c'est le type vers lequel il pointe. C'est pour ça que les pointeurs en C sont typés, parce que ça lui permet de savoir de combien de sauts d'octets il doit faire. À toutes les fois, par exemple, qu'on l'incrémente, quand on fait pointeur plus plus, ça lui permet de savoir je saute de combien de cases mémoire pour aller à la prochaine. Ce qui fait qu'ici, par exemple, au départ, je pointe vers tab, donc tout va bien. Si j'écris pointeur 2 est égal à 65, mais là, ça lui dit tu dois faire 2 sauts de une case mémoire parce que c'est des uint8. Donc lui dit ok, je dois faire un saut, 2 sauts, mais c'est vers cette case-là ici que je vais aller écrire. Naturellement, on voit là, c'est l'équivalent d'avoir écrit tab 2. Il n'y a pas grand gain encore. On va voir certaines utilités à ça éventuellement. Donc, on refait une autre activité, mais cette fois-ci, naturellement, elle est un petit peu plus difficile. Il y a plus d'éléments maintenant qui sont ajoutés. On va le faire cette fois-ci avec un tableau en mémoire de type uint8 pour lequel on a 3 éléments qui commencent à 1, 2 et 3 dans leur mémoire. Puis on a un seul pointeur qui est au départ à la même place que tab. Donc je vous laisse encore une fois le temps de le faire. Faites pause, prenez tout le temps nécessaire, essayez-vous. Ensuite de ça, venez voir les réponses, puis essayez de voir, comparé à ce que vous avez compris ou ce que vous n'avez pas compris. Bon, j'ai tassé ça un peu sur le côté pour me faire de la place. On va encore juste visualiser la mémoire avant de commencer. Donc, j'ai d'abord un tableau de 3 cases qui commence à 0x100 cette fois-ci. Puis ici on a tab qui pointe par ici, puis son premier élément, tab 0, A1, le deuxième 2, le troisième 3. Bon, pour les adresses, c'est des octets, donc un seul octet, donc on augmente juste de 1 en mémoire. Ensuite, on se déclare un pointeur, donc pointeur ici. Mais pointeur, lui, ben, il va avoir 2 cases mémoire parce que on a ici clairement un adressage 16 bits. Puis, il prend au départ l'adresse de table qui est 0x100. Donc, on a 00 dans la première case, puis 01 dans la deuxième. Mettre le X ici au départ pour se rappeler qu'on est dans des adresses. Au lancement, on va juste écrire les valeurs 1, 2, 3 et 0x100. Première ligne, on dit ce qui est visé par pointeur, son contenu met 65. Ben bien, ça, c'est de mettre 65 ici, hein, parce qu'en ce moment, le pointeur, il vise l'adresse 100. Donc, c'est le contenu de notre premier élément ici qui est visé. Ensuite, on dit pointeur 2 sauts est égal à 20. Donc, pointeur, on doit faire 2 sauts. Dans ce cas-ci, on fait des sauts de 1. On s'en vient ici. Bon, là, ici, on est tombé à 65. Ici, on va mettre 20. Donc, on tombe à 20 ici. J'illustre juste les changements ici. Ça va être plus facile peut-être de voir qui a été modifié à quelle ligne. Ensuite, là, on nous joue des tours. Fait que là, on commence par dire, ici, j'ai la parenthèse. Donc, pré-incrémente pointeur. Donc, OK, je pré-incrémente pointeur. Pointeur, il saute de 1. Donc, je m'en vais ici à 101. Puis ensuite de ça, le contenu qui va être pointé par ça va devenir égal à 10. Ah ben là, je suis à 101, donc je suis ici. Ça veut dire que lui devient 10. Naturellement, lui, il a changé pour 0x101 à cette ligne-là.
Maintenant, on dit, OK, pointeur, tu vas prendre comme valeur l'adresse de l'élément 2 du tableau. Donc, l'adresse de l'élément 2 du tableau, il est ici. Donc, ici, c'est 0, 1, 2. Ça veut dire que je suis à 102. OK, mais tout ce que ça fait, c'est de mettre la valeur de l'adresse ici dans pointeur. Ensuite, on dit, OK, pointeur, l'élément 0 est égal à 0. Bon, ben, l'élément 0 de pointeur, c'est celui-là ici. Donc, on est maintenant à cet endroit-là en mémoire. Juste ici, pour vous en rappeler, je vais mettre les adresses 0x102, 0x101, 0x100. C'est lui ici qu'on vise, tombe à 0. Les autres n'ont pas changé. Ensuite, on dit pointeur, tu vas être égal à l'adresse de du premier élément de table. Bon, ça veut dire que je vais tomber à 0x101. On n'a aucun autre changement à ce niveau-là. Puis ensuite, on dit fais un saut de 1 à pointeur et affecte la valeur 300. Ah, la belle petite pogne. Donc 300 ici, hein, on est en uint8. Donc uint8, ben, ça fait en sorte qu'on va avoir 256 maximum. Donc on fait 300, on pourrait le transformer en binaire pour savoir comment ça va donner. Donc si on enlève 256, on se ramasse avec 29, 4, 29, 44. Donc en réalité, on va aller écrire 44 à un saut de mémoire. Donc en ce moment, on est à 101. Donc on vise ici, c'est ce qu'on vise. Mais là, on dit fait un saut, donc fait un décalage de 1. Donc c'est ici qu'on va aller mettre 44. Et c'est tout. Donc ça, c'est notre tableau. Naturellement, on pourrait faire ça comme ça pour le remplir au complet. Donc on peut juste écrire les valeurs. Donc 3, 20, 20 jusqu'à temps qu'il change. Et bah lui, finalement, il n'a jamais changé après le début. Hein. Ça ressemble à 8 à la fin. Donc ça, c'est la correction. Donc naturellement, s'il y a des questions par rapport à ça, gênez-vous pas d'utiliser le Discord. On va pouvoir en discuter ensemble. Dernière chose, les pointeurs puis les chaînes de caractères. Donc on a dit que les chaînes de caractères, c'est des tableaux de caractères. Donc ça n'a rien de bien différent de ce qu'on vient de faire depuis le début. Dont le dernier caractère, c'est un null, dans lequel on met le 0. Puis c'est ce qui nous permet de détecter justement la fin, ici par exemple, du message. Mon premier programme, la dernière case en mémoire, il y a un 0 ici, ce qui nous permet de détecter la fin. Quand on fait cette déclaration-là, c'est ce qui fait qu'il nous fait un tableau avec ces éléments-là à l'intérieur. Donc, s'il me fait un programme qui dit show text, puis qui reçoit une chaîne de caractères en paramètres, char étoile message, ici, tout ce qu'il fait, il fait OK, ben, juste pour pouvoir montrer qu'on peut utiliser l'index, on part un index à 0, puis il dit tant que le caractère visé par la chaîne de caractères, avec l'index ici spécifié, vaut quelque chose, ben, affiche ce caractère-là à l'écran. Donc ici, on a message pourcentage D égale pourcentage C backslash N backslash R. Donc ça, c'est pour faire un retour de chariot. Puis on dit, premier élément ici qui était spécifié, c'est l'index. Donc c'est ça qu'on veut, hein, les crochets avec l'index qui va être affiché. Puis ensuite, message index. Donc ça, c'est le caractère qu'on va afficher. Donc pourcentage C, c'est pour afficher en caractère. Donc ça, ce que ça va nous afficher, c'est en fait la liste des caractères de notre chaîne de caractères, un après l'autre. Puis à la fin de chacun, ici, ben, on incrémente index qui va nous permettre de sortir. Donc si on n'incrémentait pas index, on imprimerait toute notre vie, le premier caractère M, ici de la chaîne. Dans le programme principal, tout ce qu'il fait, c'est show text qui passe comme paramètre texte. Donc texte, c'est un tableau de caractères, mais on se rappelle que le nom d'un tableau, c'est en fait
un pointeur de ce type-là. Puis ici, on veut recevoir un pointeur de type char. Bien, text, c'est un pointeur de type char. C'est juste que c'est un pointeur de type char qui est constant. Donc ici, on passe table. C'est comme si on passait l'adresse du premier élément ici. Ça va lui permettre d'imprimer chacun des caractères un à un. Ici, on voit l'exécution du programme. Ça correspond à ce qu'on avait dit. Donc, chacun des caractères qui sont imprimés un après l'autre. Puis, ben, forcément, le dernier caractère est un 0, ce qui nous permet de sortir. Donc, par exemple, ici, si je décidais, OK, ben, je joue un tour, texte, au caractère, juste après mon premier ici, ben, juste mon ici. Fait que 0, 1, 2, 3. À la case 3, on va les mettre 0. Ça pour lui, ben, on vient de perdre la fin du message en fait. Bon. On aurait aussi pu écrire cette fonction-là autrement, mais on n'aurait pas eu l'information sur l'index par exemple. Donc, par exemple ici, je pourrais dire, on va juste enlever ça. Oups. Dire, ok, ben moi je veux avoir le contenu pointé par message. Puis là, ben, naturellement, l'index va nous servir uniquement ici à donner la position en mémoire. Puis on pourrait encore faire un appel, comme on vient de faire, en disant le contenu de message. Donc on peut utiliser ça comme ça. Puis on pourrait faire message plus. Donc ici, j'incrémente le pointeur. Puis ça nous permet de faire le même genre d'affichage. Pareil, pareil. Excellent. Dernière petite chose, un petit défi. Essayez d'écrire une fonction qui va forcer tous les caractères de la chaîne de caractères reçus en majuscules. Donc, première étape, tester est-ce que c'est une minuscule, puis ensuite faire la conversion. Donc, pour vous aider, je vous rappelle une petite chose. Donc, ici, on a la table ASCII. On peut voir que les majuscules commencent à 0x41 et les minuscules commencent à 0x61. Donc, il y a un décalage de 0x20 entre les majuscules et les minuscules. Donc, est-ce que c'est une minuscule? Oui. Donc, on pourrait tester est-ce que tu es compris entre A et Z ici? Et si oui, ben, on va te soustraire 20 pour t'emmener en majuscule, donc 0x20 de moins. Ça pourrait être une façon de faire. On pourrait aussi utiliser directement les codes ASCII pour se souvenir, pour même pas avoir besoin de le calculer, il va le faire pour nous. Donc, il y a deux façons de faire. Je vous laisse essayer celle qui fait le plus votre affaire. Donc, essayez de trouver une solution, faites pause, allez travailler là-dessus, faites travailler vos méninges, puis ben, revenez quand vous allez être désespéré ou vous aurez trouvé la réponse. Donc, je vais supposer que vous avez trouvé la réponse puis vous voulez voir la mienne. Donc, on va enlever cette fonction-là. On va créer notre première fonction. Bon, elle n'a pas besoin de rien retourner. Donc, on va l'appeler void, puis on va l'appeler toUpper. Puis, ce qu'elle va recevoir en paramètre, c'est une chaîne de caractères. Donc, char étoile, puis str pour string. Donc, première chose, on va tester systématiquement chacun des caractères, mais on va devoir parcourir la string au complet. Donc, on peut dire tant que étoile str vaut quelque chose, on rentre à l'intérieur du traitement. Donc, ici, ça va nous permettre, si on fait str++ à la fin, de traiter chacun des caractères un après l'autre. Puis on peut dire maintenant, si le caractère qui est actuellement pointé est plus grand ou égal à petit a et, encore une fois, étoile str est plus petit ou égal à z minuscule. Donc là, ça nous dit si tu es entre a minuscule et z minuscule, ici on pourrait se mettre des parenthèses juste pour mettre en évidence les deux tests qu'on est en train de faire. Si tu es compris dans cet intervalle-là, je veux te modifier.
Bon, on sait, on pourrait simplement faire étoile str moins égal 0x20. Puis là, tout le monde pourrait se dire, ben, qu'est-ce que c'est que ce 0x20? On peut écrire 0x20 ou on pourrait dire, ben, c'est quoi la différence entre les deux? Ben, ce qu'on veut soustraire, c'est la différence entre A minuscule et A majuscule. Ça va nous permettre de soustraire cette variation-là. On incrémente chacun des caractères, puis théoriquement, peu importe ce qu'on a envoyé, ça devrait maintenant être des majuscules. Donc si on fait print un printf de texte, donc ça c'est printf avant, peut-être qu'on pourrait juste s'ajouter, ouais. Ensuite de ça ici, on va se mettre juste on va s'ajouter un retour de chariot là, pour voir la différence entre les deux. Donc on va le faire deux fois, puis entre les deux, ce qu'on va faire, ben, c'est toUpper sur texte. On exécute ça. Puis on peut voir, avant la modification, c'était mon premier programme, puis maintenant, mon premier programme est encore pareil, sauf que c'est tout rendu des majuscules. Puis naturellement, ben, ça va affecter seulement que la zone de caractère des minuscules. On est rendu à la fin, donc on a vu aujourd'hui les pointeurs. Donc on a commencé par avoir une discussion sur les variables avec l'affectation directe, les limites que ça nous donnait par rapport aux fonctions là, qui faisaient des copies de valeurs. Ensuite, on a vu les pointeurs, donc les opérateurs qu'on peut utiliser dessus. L'étoile qui nous permet d'aller chercher le contenu à l'intérieur. L'étoile aussi qui nous permet quand on fait la déclaration du pointeur. Puis le et qui nous permet d'obtenir une adresse. C'est les deux opérateurs qu'on a vus aujourd'hui par rapport au pointeur. On a vu les différentes façons de faire les déclarations. Comment on pouvait faire des fonctions qui devenaient un petit peu améliorées dans le sens où ils sont capables maintenant de modifier le contenu qu'on leur passe en paramètres. Parce que dans ce cas-ci, on leur passe des adresses. Finalement, on a vu l'utilisation indirecte des registres pour les microcontrôleurs que vous pourrez toujours utiliser. D'ailleurs, le passé, c'est un bel exemple, on l'utilise tout le temps. Les tableaux, on a vu la ressemblance entre les pointeurs et les tableaux. Donc, les tableaux, c'est en fait le nom d'un tableau, c'est ni plus ni moins qu'un pointeur constant. Donc, c'est la seule différence, c'est qu'on ne peut pas changer vers où il pointe, mais c'est la même utilité. Puis, c'est d'ailleurs magique parce que ça nous permet, on l'a vu, là, quand on avait message, on passait entre crochets des index. Donc, on peut s'en servir des pointeurs comme si c'était des tableaux. Puis, on a vu aussi l'utilisation particulière avec les chaînes de caractères. La seule différence par rapport au tableau, au fond, c'est que le dernier élément à la sortie du tableau, c'est un 0. La seule chose. Encore une fois, différentes façons de l'utiliser avec les pointeurs, soit avec les crochets, soit avec l'étoile. Naturellement, c'est du contenu qu'on va commencer à voir. On va le voir en laboratoire, puis on va essayer de l'approfondir. On va revenir là-dessus quelques fois, je vous le promets. Sur ce, à bientôt dans une prochaine vidéo.